Il y a eu beaucoup d'ouvrages publiés sur les réseaux mycorhiziens en forêt. Alors d'ailleurs, il y a un truc amusant, c'est qu'il y en a partout des réseaux mycorhiziens. Il y en a aussi en prairie, entre les plantes de la prairie. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de vulgarisation sur la forêt, et cette vulgarisation a tendu à montrer qu'il y avait de la coopération avec les vieux arbres qui sont nourris par les plus jeunes, ou les jeunes qui nourrissent les vieux. Et que c'était de la coopération. Avec une espèce, il y a même Suzanne Simard qui parle de l'arbre mère. Alors à mon avis, là, elle dépasse beaucoup les données, et même les données qu'elle publie elle-même, parce qu'on n'a pas vraiment de preuves de ça. On a des preuves d'échanges assez symétriques, d'échanges de carbone, je veux dire. Il y a très peu de littérature, et je pense que c'est vraiment l'effet majeur sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a deux plantes, une nourrit plus le champignon que l'autre, et le champignon donne plus à l'une. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une plante qui investit moins et qui reçoit plus, et l'autre qui investit plus et qui reçoit moins. C'est une entraide indirecte. De façon amusante, ça c'est décrit, mais ça a été très très peu étudié écologiquement. Les gens se sont passionnés pour le cas où le champignon directement transfère des ressources de l'une à l'autre. Mais comme je vous le disais, souvent ces transferts sont symétriques. Il arrive qu'ils soient asymétriques, c'est vrai, mais ils ne le sont pas toujours. Il arrive même qu'au cours de la saison, ils changent de sens. Donc on n'a pas une grande image de ça, mais il y a des fois des coopérations, c'est pas impossible. Simplement, j'y reviendrai, nous on travaille sur des truands, ceux qui utilisent le réseau pour pomper les réserves des voisins. Alors je vais revenir sur les truands, parce que ça c'est les travaux qu'on a faits, et donc je vais les décrire, mais récemment il y a quand même des chercheurs qui se sont indignés de dire « mais non, mais c'est n'importe quoi, on parle que d'entraide, il n'y a pas que ça ». Et d'ailleurs même dans le même milieu scientifique, on exagère là-dessus au point d'arriver jusqu'à 30% de citations erronées des travaux. Et c'est ainsi que j'ai découvert qu'un travail où je montrais avec des collègues que dans des forêts africaines, les jeunes arbres partageaient des champignons avec les vieux arbres, mais qu'il n'y avait pas de transfert de carbone, c'est-à-dire que les vieux, sans doute ils avaient pré-nourri les jeunes arbres, les champignons, donc les jeunes arbres en bénéficiaient en se connectant à des champignons prépayés, mais au-delà il n'y avait pas de transfert de carbone. Eh bien, ce travail était cité comme la preuve qu'il y avait des transferts des vieux arbres aux jeunes arbres. Donc, il y a jusqu'à 30% de citations erronées, c'est énorme. Et ils se sont énervés en disant c'est n'importe quoi, il faut revenir sur Terre. En plus, c'est pas si sûr que ça qu'il y a des réseaux. Et ils listent plein de doutes. Or, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Effectivement, il y a eu des abus en vulgarisation qui ont déteint vers la recherche scientifique. Et ça montre à quel point la société et la science ne sont pas si séparées que ça. Ou en tout cas, il faut une certaine vigilance pour ne pas, pour un moment, être capable de trier des visions, des Weltanschauungen qui viennent du monde sociétal et qui arrivent dans la science. Mais ça ne veut pas dire que les réseaux n'existent pas. Et je vais tout de suite vous décrire les truands que nous on a étudiés qui montrent bien que ces réseaux existent puisque des plantes se spécialisent dans l'exploitation de ce réseau. Donc il ne faut pas exagérer, le réseau existe bien. Et les doutes que ces auteurs, que c'est un très bel article de Judith Karst qui souligne les excès, mais qui au passage met en doute l'existence et la pertinence des réseaux, alors que non, ça marche vraiment. Alors ces réseaux, dans certains cas, ils sont responsables d'un effet pouponnière, notamment dans les forêts tempérées. Ce n'est pas universel, mais quand il y a des vieux arbres qui ont nourri des champignons, eh bien les jeunes se connectent facilement à ces champignons qui ont été prépayés, alors qu'eux, par leur photosynthèse, s'ils devaient nourrir un champignon pour qu'il se développe et aille explorer le sol, ils auraient accès à une exploration du sol bien moindre. Bien. Cet effet pouponnière, d'ailleurs, heurte violemment les pratiques de foresterie avec des coupes à blanc. Où là, on perd la capacité, on perd les vieux, donc on perd les champignons, et les jeunes vont pousser plus difficilement, puisqu'il faudra qu'ils nourrissent péniblement de leur maigre photosynthèse des champignons avant de pouvoir avoir une pleine capacité à exploiter par le biais de ces champignons le sol. Je le rappelle, les champignons allant faire les courses hydrominérales pour la plante qui leur donne du sucre en échange. Donc,
Il y a des effets pouponnières, ça arrive, mais surtout, j'aimerais insister là-dessus, nous on connaît les truands, c'est-à-dire les plantes qui se sont adaptées à ces réseaux pour les exploiter. Ça a commencé après ma thèse avec l'étude d'une orchidée non chlorophyllène de nos régions qui n'est pas parasite des plantes voisines, mais qui n'a pas de chlorophylle. Bon, ses racines sont bourrées de champignons, il était incultivable et donc personne ne savait trop quel était ce champignon. Et au début de ma carrière, donc après ma thèse, je vais m'intéresser à essayer d'identifier ce champignon par des méthodes de biologie moléculaire. Je trouve des champignons, les Sebacinia, qui ne sont pas bien connus, qui ne passionnent pas les scientifiques. Ils vont, moi, me passionner. Et avec Michael Weiss de Tübingen, nous allons devenir les 2 spécialistes mondiaux des sébacinales. Voilà. Bon, alors, c'est un titre de gloire comme mycologue, mais en réalité, bon, tout le monde s'en fout, hein, je pense. Dans vos auditeurs et dans ceux qui nous regarderont, tout le monde s'en fiche. Mais en tout cas, on ne sait pas ce que font ces champignons et je vais découvrir qu'en fait, ils font des mycorhizes sur les arbres aux alentours. C'est un groupe mycorhizien très important qui avait été jeté de toutes les analyses auparavant parce qu'on pensait que c'était des contaminations. Et donc, brutalement, après mes papiers, brutalement, c'est 10% de toutes les communautés à droite à gauche. En tout cas, l'idée, c'est que donc, il y a un réseau qui relie ces plantes non chlorophyllènes aux arbres voisins. Ce sont les orchidées de forêt, mais il y a d'autres plantes non chlorophyllènes, par exemple de la famille des éricacées qui font la même chose, et en fait, elles vivent sur le réseau. Est-ce qu'elles sont parasites du champignon, ou est-ce qu'elles le remboursent en le protégeant pendant la mauvaise saison dans leurs racines, ou en donnant aux champignons des vitamines? On ne sait pas. C'est probablement du parasitisme, on n'en a pas la preuve formelle. En tout cas, pour l'arbre, là, on a beaucoup plus de mal à imaginer des circonstances qui rendraient favorable ce puits de carbone. Et puis après, sachant que ces plantes évoluent à partir d'ancêtres qui étaient photosynthétiques, et qui devaient avoir des mycorhizes auxquels ces ancêtres donnaient du carbone, eh bien, on s'interroge, je m'interroge, à l'époque, c'est encore moi qui fais ma recherche tout seul, maintenant je suis en équipe, et mes équipes font d'ailleurs l'essentiel du travail, donc, mais à l'époque, c'est moi, je me dis, tiens, j'ai regardé les plantes les plus proches, chlorophyllènes, mais qui ont un ancêtre commun avec ces plantes non chlorophyllènes qui exploitent le réseau. Alors je regarde ça chez les éricacées, chez les orchidées, et c'est des plantes forestières aussi. Et on découvre qu'elles partagent des champignons mycorhiziens, ce qui n'est pas du tout l'habitude pour les plantes de ces groupes-là. Eh bien, leurs champignons mycorhiziens sont partagés avec les arbres. Ce n'est pas vraiment les champignons habituels de ces familles-là. Tiens, est-ce que le réseau fonctionne? Et là, j'ai la chance de reprendre des outils qui sont développés par des collègues bavarois. Alors, des collègues avec lesquels ça ne s'est pas toujours bien passé, mais je dois les créditer d'avoir développé ces outils-là. Et ça permet de montrer qu'en fait, les teneurs isotopiques sont très très déviantes par rapport à des organismes photosynthétiques et ressemblent beaucoup, mais pas complètement, à celles d'organismes qui se nourrissent du réseau. Alors les plantes qui se nourrissent du réseau, on les appelle des mycohétérotrophes. Et là, je vais trouver des plantes qui ont un peu des signatures de mycohétérotrophie, un peu de carbone venu par le réseau, et un peu de signatures d'autotrophie, c'est-à-dire elles sont photosynthétiques et elles sont effectivement en partie nourries par leur photosynthèse. Je vais les nommer mixotrophes, pour rejoindre une tradition qui est en train d'émerger dans d'autres compartiments de l'écologie, notamment celle du plancton, où on a des algues qui mangent des proies, et qui sont à la fois hétérotrophes et à la fois autotrophes. Cette mixotrophie basée sur les mycorhizes, c'est des plantes qui mélangent, deux modes trophiques, trophine, se nourrir, la photosynthèse et l'exploitation du réseau. Et ça, c'est une très bonne adaptation à la pénombre, et c'est sans doute ce qu'avait déjà l'ancêtre commun de ces plantes mixotrophes et des plantes mycohétérotrophes, c'est sans doute l'état qui prédispose parfois certaines espèces à devenir purement mycohétérotrophes, c'est-à-dire purement nourries par le réseau. Donc les réseaux existent puisqu'ils nourrissent des plantes. Ils existent vraiment. Et quoi qu'on puisse dire sur le fait que les perturbations du sol doivent perturber les liens filamenteux entre deux systèmes racinaires, et quoi qu'on puisse émettre des doutes sur le fait que ce sont les mêmes individus génétiques qu'il y a sur deux systèmes racinaires qui hébergent la même espèce, nous, on voit des fois où c'est bien le même génotype et où on a même des flux de carbone qui prouvent ça, on a même des manips de marquage qui le montrent. Et d'ailleurs aujourd'hui nous étendons ce réseau d'une autre façon. Nous nous intéressons aux prairies et nous montrons que des plantes peuvent être mises en réseau. Alors c'est des choses qui commencent à sortir, hein. Donc là il y a beaucoup de choses qui encore non publiées. On peut trouver déjà quelques articles notamment sur la truffe qui le montrent. Qu'il arrive que des champignons mycorhiziens sur certaines plantes pénètrent les racines d'autres plantes sans vraiment former de mycorhizes, avec des solutions plus diffuses, et opère quand même des échanges entre des plantes vraiment mycorhizées et des plantes juste colonisées en endophyte, comme on dit, c'est-à-dire avec quelques filaments intraracinaires, mais pas de mycorhizes bien formées. Donc ces réseaux existent et dépassent sans doute simplement
des réseaux mycorhiziens. Tiens, signalons un autre exemple américain où des Américains ont montré que les métarhiziums sont à la fois des parasites d'insectes dans le sol et habitent dans les racines des plantes et transfèrent de l'azote des insectes parasités vers les plantes. Donc il y a des réseaux à trouver qui sont des réseaux sans doute bien plus compliqués que des réseaux entre plantes mycorhizées ou même que des réseaux entre plantes. Et alors je me demandais, là encore très naïvement, hein, mais sur le plan sonore, parce qu'on peut lire que le chant des oiseaux favorise certaines espèces, certaines plantes, etc. Donc, est-ce que cette dimension-là est intégrée Ah, alors, il y a des réseaux sonores. Hein. Les signaux d'alerte de certaines espèces sont utilisés par d'autres, comme des signaux d'alerte. Donc, il y a des réseaux sonores aussi. Après, le lien sur les réseaux sonores entre les animaux et les plantes, bon, on n'a pas beaucoup de preuves vraiment sérieuses, même s'il y a des gens qui vendent de la musique pour faire mieux pousser les tomates. On n'a pas vraiment de preuves sérieuses aujourd'hui. On a quelques articles, mais qui ne sont pas dans des revues vraiment décoiffantes en termes d'esprit critique et d'impartialité de publication. On a très peu de preuves qu'il y ait des communications sonores des animaux vers les plantes. On a quelques plantes, comme le Desmodium gyrans, qui, quand on gueule très fort à côté, se mettent à vibrer. Parce que, sans doute, ça active des canaux mécanosensibles. Les vibrations provoquent des distensions des membranes des cellules, donc ça peut ouvrir des canaux mécanosensibles. Et ces canaux produisent ensuite des mouvements. Enfin, on a une réponse de la plante à ce signal qui provoque des mouvements. À quoi servent ces mouvements d'ailleurs? Pas bien clair. Hein. On a aussi des preuves que les fréquences de vibration, alors c'est pas forcément sonore, hein, mais ça peut dépasser dans le domaine sonore, des insectes pollinisateurs induit la sécrétion de nectar chez certaines plantes. Donc on a quelques communications effectivement qui sortent du monde animal, et il faut se dire qu'en réalité, le monde de la communication fait feu de tout bois. Et en particulier, il y a quelque chose qui a été très vulgarisé, c'est le lien chimique entre les plantes. C'est vrai que les plantes émettent des hormones d'alerte, et en fait ça se comprend bien parce que deux feuilles qui sont côte à côte ne sont pas forcément sur la même branche. Donc pour la plante, le bon signal d'alerte quand il y a une agression, un champignon parasite qui arrive ou un insecte qui arrive, c'est quelque chose de volatile qui va prévenir tous les organes qui sont autour, sans prévenir d'autres choses qui ne sont pas nécessairement attaquées ou qui risquent d'être attaquées, même s'il n'y a pas de connexion physiologique proche. Si vous aviez un signal qui diffusait, il mettrait très longtemps à arriver à la feuille qui est tout à fait voisine, et au passage, il avertirait aussi des tas de feuilles qui n'ont rien à voir. Et ces signaux volatiles, qui sont la meilleure façon de s'auto-alerter, sont assez conservés dans le monde des plantes, et donc ils peuvent alerter les plantes voisines, qu'elles soient d'espèces identiques ou d'autres espèces. Mais là encore, on a souvent voulu décrire une grande coopération. Moi, je vais vous dire, hein, coopérer avec des choses qui emmêlent leurs racines dans les vôtres pour vous piquer les ressources du sol et qui emmêlent les feuilles dans les vôtres pour vous cacher la lumière, parce que vous êtes en compétition, aider ses compétiteurs, ce n'est pas une grande idée. Et très souvent, en fait, ces signaux d'alerte sont des balles perdues de l'auto-alerte. Mais ça existe aussi. Et on voit qu'il ne faut pas avoir une vision naïve de ces signaux. Ce n'est pas parce qu'il y a signaux qu'il y a coopération. C'est comme chez nous. C'est comme chez nous. Le marchand qui interpelle le client, ça peut être un marchand sincère et honnête, ça peut être un voleur. Et donc, on a beaucoup brodé là-dessus. Alors, j'essaie de remettre ces pendules à l'heure. Je l'ai fait notamment quand je parle de ces réseaux mycorhiziens dans Jamais seul, le livre que j'avais publié sur ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations en 2017. Ça n'a jamais eu un grand succès parce que, vous savez, bon, alors le livre, c'est bien vendu, c'est pas un problème, hein, mais je dis que cette partie du chapitre sur les réseaux mycorhiziens, où je les ramène à leur place, et même récemment, dans Nature et préjugés, je parle un peu de ces signaux chimiques entre plantes et j'essaie de les ramener à leur juste part. J'ai fait des articles là-dessus. Ils n'ont jamais fait un tabac, ces passages de mes livres et ces articles. Pourquoi ? Parce que c'est le principe, ça a été bien étudié dans le domaine de la rumeur, le contre-ordre, la contre-information, le contredit diffuse souvent moins que l'annonce, il est moins sexy.
Et deuxièmement, les gens, souvent, ont été enthousiasmés par l'idée que des plantes coopèrent, et ils ont du mal à revenir à une vision plus raisonnable qui est que rien n'est pure coopération. En même temps, je l'ai dit d'ailleurs plus haut en parlant de l'évolution, rien n'est pure compétition, rien n'est pure parasitisme non plus. Mais les gens ont plutôt tendance à s'enthousiasmer pour le mythe d'un monde qui serait bon, alors que le monde est ce qu'il est. Il est cousu de défiance, de concurrence, de sales coups, de parasitisme et de coopération, et notamment de coopération symbiotique aussi. Mais quelque part, peut-être pour échapper à la grisaille du quotidien, où on voit très bien que c'est cousu de mauvaises nouvelles aussi, les gens sont plus enthousiastes pour ceux qui leur vendent l'écran de fumée d'une coopération non pareille et sans condition. Alors qu'en fait, non, la coopération, là où elle existe, c'est là où justement elle n'est pas sans condition, parce que coopérer avec n'importe qui, c'est la porte ouverte aux mauvaises nouvelles.